Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, il y aura appel dans l'affaire de diffamation qui oppose Ousmane Sonko et le ministre Mame Mbaye Niang. L'opposant sénégalais a été condamné ce jeudi tout en conservant ses droits civiques. On en saura plus en allant à Dakar dès le début de ce journal. Oscar Pistorius reste en prison. Sa demande de libération conditionnelle a été refusée. L'ex-champion paralympique sud-africain avait été condamné pour le meurtre de sa compagne en 2017. Explication à suivre. Et notre invité de ce soir est un érudit qui n'aime rien autant que nous instruire tout en nous divertissant. Et avec son nouveau livre, il y parvient largement avec un titre énigmatique qui en soi est tout un programme. 30 jours pour trouver un mari. L'écrivain marocain Fouad Laroui est avec nous. On ouvre ce journal par la situation politique au Sénégal. Le verdict dans l'affaire Sonko pourrait ne pas être définitif car ce jeudi, vous le savez, l'opposant a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 300 000 euros de dommages et intérêts. Mais il y aura un appel, comme l'a fait savoir les avocats de la partie civile. Écoutez Mame Mbaye Niang, le ministre du Tourisme, protagoniste dans l'affaire, qui s'exprimait devant la presse. La deuxième manche est entamée. Nous allons faire appel. Et les ressources qui seront tirées de ça, ce n'est pas je rassure, des gens qui tentent de nous affaiblir avec ces histoires d'argent. Ce n'est pas des histoires d'argent. Nous allons demander le maximum, parce qu'il a créé beaucoup de dégâts. Nous allons demander le maximum parce que les dégâts collatéraux sont énormes et que les personnes qui vont se partager ces montants sont nombreuses. L'argent qui sera reçu de ce procès sera exclusivement dédié aux Dara et aux victimes de Ousmane Sonko qui les a appelés à la mort de par sa lâcheté. Et le parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF, a de son côté dénoncé dans un communiqué une parodie de justice. La candidature de leur leader n'est pas négociable, précise encore le communiqué, qui appelle les militants à poursuivre le combat. Après la tournée du président français en début du mois de mars, c'est au tour de Chrysila Zakharopoulou, la secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, d'effectuer une visite régionale africaine. Le Bénin, le Ghana et le Togo. Des précisions avec Emmanuel Sodji, notre correspondante à Cotonou. Au Bénin, avec le président Patrice Talon, les discussions ont porté sur les questions de sécurité et de défense, notamment sur l'accompagnement de la France en matière de lutte contre le terrorisme. Autre sujet évoqué, la coopération en matière de formation technique et professionnelle et surtout la coopération culturelle. Plusieurs accords ont été signés. Au Togo, la priorité a été donnée au secteur de la santé avec un financement français pour rénover les hôpitaux de Lomé et de Kara. Ce déplacement d'une officielle française vient donc concrétiser le nouveau modèle de partenariat avec l'Afrique. Fin février, le président français Emmanuel Macron avait prononcé un discours qui traçait les contours de sa nouvelle politique en Afrique. Le partenariat avec le Bénin, c'est aujourd'hui un modèle de notre nouveau partenariat avec le continent africain. C'est exactement ça que le président Macron a voulu créer et je trouve qu'entre les deux pays, exactement, on voit ces beaux partenariats dans le respect réciproque. Alors après le Bénin et le Togo, la secrétaire d'État française au développement se rendra au Ghana. Elle arrive 72 heures après le départ de la vice-présidente américaine Kamala Harris, pour les Occidentaux notamment, les États-Unis et la France. L'objectif est clairement affiché. Il s'agit de contrer l'offensive de la Chine et de la Russie, désormais très active sur le continent. Et tout cela dans un contexte où la jeunesse africaine est de plus en plus remontée contre la politique française en Afrique et contre la gouvernance de ce dirigeant. Alors à présent, la question qui se pose, c'est est-ce que ce nouveau partenariat fera baisser la tension avec la jeunesse africaine, une jeunesse qui attend des actes concrets qui sont en phase avec ses préoccupations. Les autorités tunisiennes ont annoncé ce vendredi des restrictions d'eau potable pour l'agriculture et les particuliers. L'idée étant de préserver les faibles réserves de ces barrages car le pays est frappé par une sécheresse sévère et tous les secteurs sont affectés.
Oscar Pistorius reste en prison. Sa demande de libération conditionnelle a été refusée. L'ancien champion paralympique sud-africain avait été condamné pour le meurtre de sa compagne, Reeva Steenkamp, en 2017 à plus de 13 ans de prison. Une condamnation qui lui donnait droit à une remise de peine, une vision contestée par la justice sud-africaine. Les précisions d'Alice Broga. Il voulait retrouver la liberté. Oscar Pistorius va finalement rester derrière les barreaux. C'est ce qu'a décidé une commission réunie vendredi pour examiner sa demande de liberté conditionnelle. Ils sont arrivés à une décision qui a été largement guidée par l'ordonnance de clarification de la Cour suprême qui a déclaré que M. Pistorius n'avait pas encore atteint la période minimale de détention. La Cour suprême estime que la peine d'Oscar Pistorius débute à partir de sa dernière condamnation en 2017 et qu'il ne peut donc pas encore bénéficier de l'aménagement de peine réservé aux condamnés ayant effectué la moitié de leur détention. Le Sud-Africain était entré dans la légende pour avoir été le premier athlète handicapé à s'aligner au départ d'une course avec les valides lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Mais sa vie bascule un an plus tard, le 14 février 2013. Dans la nuit, il tue de 4 balles sa compagne, la mannequin Reeva Steenkamp, en tirant avec un fusil à travers la porte de sa salle de bain. L'athlète assure l'avoir prise pour un cambrioleur et est condamné en 2014 à 5 ans de prison pour homicide involontaire. Une peine jugée trop clémente par le parquet. Après plusieurs appels, la Cour suprême le condamne finalement en 2017 à 13 ans et 5 mois de prison pour meurtre. Sa libération était impensable pour la mère de la victime, entendue elle aussi lors de l'audience. Pour ses parents, c'est une condamnation à perpétuité. Ils ne pensent pas qu'il devrait être libéré. Ils estiment qu'il n'a montré aucun remords, qu'il n'est pas réhabilité, car sinon il aurait avoué et raconté ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Oscar Pistorius aura effectué la moitié de sa peine en août 2024 et pourra alors redemander sa libération anticipée. Les soldats ougandais sont arrivés dans l'est de la République démocratique du Congo pour rejoindre la force régionale est-africaine chargée de superviser le retrait des rebelles du M23. Et d'après le président ougandais, leur mission est d'occuper en tant que force neutre des positions remises par les rebelles et non de les combattre. On passe à notre invité du vendredi, un invité exceptionnel qui ne ressemble à aucun autre. C'est un écrivain marocain, jusque-là ce n'est pas ce qui est exceptionnel, mais il est aussi ingénieur, économiste, professeur de littérature, d'économétrie, bref, j'en passe et des meilleurs. C'est un érudit qui n'aime rien d'autre, je vous l'avais dit, que distiller du savoir tout en nous divertissant. Fouad Laroui, merci d'être l'invité du Journal de l'Afrique sur France 24. Merci de m'avoir invité. Alors déjà, je vais vous le dire, ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre en riant. On disait tout à l'heure en riant un livre. Vous n'avez pas lu le livre, vous avez ri le livre. Je ris le livre, lu le livre en riant à voix haute, tellement il est drôle. Alors déjà, le titre, c'est tout un programme, 30 jours pour trouver un mari. Donc je précise à l'attention de nos téléspectatrices, ce n'est pas un recueil pour trouver un mari, c'est plutôt un recueil de fables. Plusieurs amis réunis dans un café se racontent des histoires les plus improbables les unes que les autres. On a l'impression, pour reprendre l'expression d'un de vos personnages, finalement, Fouad Laroui, que vous en avez eu marre de la philosophie dite sérieuse, que vous aviez eu envie de nous raconter des histoires amusantes. Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas. Personnellement, j'aime bien m'amuser en apprenant. C'est-à-dire, j'adore apprendre plein de choses, sciences, physique, théologie, philo et tout, mais j'aime pas m'ennuyer. Donc, j'aime bien lire en riant et en apprenant. Et j'essaie de faire de même quand j'écris des livres. Je suis pas là pour embêter le lecteur ou la lectrice. 70% des lecteurs sont des lectrices. Bien sûr. On devrait dire toujours la lectrice. Bien sûr. Et on n'est pas là pour embêter la lectrice. Mais quand même, si après la lecture du livre, on en retient quelque chose, moi, je trouve que j'ai bien fait mon travail. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors, petite précision peut-être. Alors, évidemment, dans le style, dans la langue, dans la profondeur, ce livre est évidemment à destination de tous, mais il y aura forcément une lecture particulière si on est marocain, parce que c'est ancré, il y a de la langue et il y a un contexte et des idiomes, évidemment, c'est toujours pareil, mais dans ce livre en particulier, est-ce que c'est ça aussi que vous avez eu envie de faire ?
Oui, il y a ce contexte, c'est très marocain, mais je pense qu'un lecteur tunisien, un lecteur algérien, un lecteur sénégalais, un lecteur camerounais peut aussi y retrouver quelque chose de son pays. Finalement, les hommes en particulier ne sont pas très différents quand ils se retrouvent au café. Ils se mettent à raconter des histoires. Généralement, il y a le hableur qui se met en scène, il y a le philosophe qui raconte une histoire qui a une morale, etc. Donc on retrouve un peu tout ça et on retrouve beaucoup de Maroc, je pense aussi. Oui, bien sûr. Alors évidemment, je vais vous demander de nous en raconter une. On peut pas évidemment pas se faire l'économie de ça. Justement, celle pour vous, qui est peut-être une des plus emblématiques. Moi, j'en ai une préférée, mais ce sera peut-être pas la même. Dites-nous justement laquelle vous pourrez nous raconter pour que le lecteur ait une idée un peu de ce qu'il y a dans le livre. Bon, il y a plein d'histoires, évidemment, et ce serait dommage de raconter la fin des histoires. Ah non, ne racontez surtout pas la fin. Il faut que les spectateurs aillent le chercher. Il y en a une qui me tient à cœur parce que ça m'est vraiment arrivé il y a fort longtemps, quand j'avais commencé ma carrière. Je travaillais à l'office chérifien des phosphates à Casablanca et j'étais chargé de vendre du phosphate en Asie. Donc j'allais en Inde, à Taïwan, en Chine, en Indonésie. Et un jour, je suis allé vendre du phosphate chez les Chinois. Et à l'époque, c'était très différent d'aujourd'hui. J'avais juste 25 ans, c'était dans les années 90. Et en allant en Chine, en passant par Paris, j'ai acheté des gants. Parce que quelqu'un m'avait dit, il fait froid à Paris. Il avait même cité Boris Vian, l'automne à Pékin. Oui. Il fait froid à Paris. En Chine. Oui, il fait froid. Exactement. C'est parce qu'il fait froid. C'est ça. Oui, okay. On précise que vous venez du Maroc, donc forcément. On se comprend. Oui. Il fait froid en Chine. Oui. Et donc, j'arrive avec mes gants et je me retrouve dans une grande salle froide, d'ailleurs, une sorte de palais du peuple, avec une commission du Parti communiste devant moi. Et les négociations s'engagent et je suis particulièrement nul dans ces négociations. Et finalement, je fais un calcul et j'ai fait perdre 8 millions de dollars à mon pays. Je suis mortifié d'avoir fait cela. Mais en réalité, ce sont les gants qui sont les héros de cette histoire. Parce qu'en réalité, les Chinois n'étaient pas en train de négocier avec moi, mais avec les gants que je portais. On s'en rend compte à la fin, je m'en suis pas rendu compte en fait. Et donc cette histoire, moi ça fait 20 ans, 25 ans que je la raconte autour de moi. Donc c'est vraiment une vraie histoire qui vous est arrivée. Cette madame-là, dont vous racontez, prononcée comme ça. Dont vous racontez, c'est vraiment, ça vous est vraiment arrivé. Alors moi je mets un doute évidemment sur certaines d'autres histoires. Je pense qu'il y a aussi la licence poétique et votre talent d'écrivain. C'est vraiment savoureux. Il y a des histoires, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener véritablement. Avec toujours, et même quand c'est pas clair, une petite morale philosophique à la fin quand même. Oui, parce que c'est ça en fait, l'idée du roman avec des histoires dedans. L'idée, ce sont des amis qui se réunissent au Café de l'Univers, j'utilise souvent le Café de l'Univers, et ils décident de raconter chacun une histoire à condition qu'il y ait une morale. C'est-à-dire que réellement on profite de sa soirée. Et bon, parfois les morales coulent de source, parfois elles sont pas très claires, mais en général, je pense que le lecteur peut lui-même se faire à chaque fois une idée. Mais par pure curiosité, quelle est l'histoire qui vous plaisait particulièrement? Moi, j'ai beaucoup aimé celui de sa cousine qui était danseuse à Pigalle et qui se retrouve sous une tente. Alors là, je peux pas... en burqa. Non, on peut pas raconter. Non, je peux pas raconter. Je peux même pas dire si c'est vrai parce qu'il y a une cousine dans l'histoire. Aïe. Donc évidemment, voilà. Donc ça, c'est tout Fouad Laroui. 30 jours pour trouver un mari. C'est Mialé Barreau, édition. Donc évidemment, vous pouvez trouver ça n'importe où, partout sur les sites internet adéquats aujourd'hui, pour ne pas les citer. Donc c'est un auteur, Fouad Laroui, vous n'allez pas le regretter. Merci à vous, merci d'être venu. Merci. C'est ainsi qu'on referme ce journal et on en profite pour dire merci à tout le monde, à tout le Maroc, Oujda, Casablanca, El Jadida, et on passe évidemment par Marrakech, forcément. Merci beaucoup. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.